temps je vais prendre peut-être? Je me présente, je suis Moussa Fassonel, doyen de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Souleymane Bachir Diagne. Nous le remercions d'avoir choisi la FASTEF pour organiser cette cérémonie. Je remercie également le directeur de l'école doctorale, Mohamed Daoud, de cette collaboration extrêmement riche qu'il a mise en place entre la faculté des sciences et technologies de l'éducation et l'école doctorale. Je remercie également le département de philosophie de la faculté des lettres et sciences humaines. Nous sommes nombreux, les enseignants de la FASTEF, qui avons eu à travailler avec des collègues de la faculté des lettres. C'est comme si étaient deux facultés seules. Mais surtout, remercier la commission de recherche de la FASTEF, qui a commencé à mettre en place ce que nous avons appelé les mercredis de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Parce que voyez-vous, en 2008, lorsque le législateur pensait que l'école normale supérieure doit s'ériger en faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, le législateur avait pensé à 4 éléments essentiels de la mission de la faculté. Le premier était en rapport avec la formation initiale et continue. Et lorsqu'il parlait de formation initiale et continue, c'était la formation initiale et continue de tous les enseignants, de la petite enfance jusqu'à l'université. Des corps de contrôle jusqu'aux maîtres sont dans les classes. Le législateur a pensé également qu'à la faculté des sciences et technologies de l'éducation devait prendre en charge les activités de recherche, évidemment des recherches en éducation et tous les domaines connexes. Le législateur avait également estimé que la FASTEF devait prendre en charge la formation initiale et continue des corps de contrôle, mais également et enfin la formation et la mise en place du matériel didactique. Lorsque vous avez une faculté qui a une mission aussi, qui a des missions aussi importantes, lorsque vous voyez la physionomie aujourd'hui du système éducatif sénégalais, les élèves qui sont entre 12 et 19 ans sont tous entre les mains des enseignants formés par la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Excusez-nous du peu, cela voudrait dire que dans une génération, le Sénégal sera ce que nous ferons nous, des enseignants que nous sommes en train de former. De former ces enseignants, c'est également prendre en charge des dispositifs comme cela. C'est pourquoi nous avons pensé que c'est extrêmement important que la structure qui est de la commission de recherche ait pensé à des activités comme celle-ci et surtout à faire travailler, à inviter le professeur Souleymane Bachir Diagne à s'entretenir avec ses collègues et également les étudiants. J'ai oublié tout à l'heure, parce que le professeur m'a dit son excellence ici présent et également philosophe, donc vous êtes chez vous, dans une faculté où toutes ces disciplines d'ailleurs, y compris la discipline de philosophie. Chers collègues, merci d'avoir accepté de venir à notre invitation. Donc, professeur, sur des questions d'éducation, en rapport avec les questions de langue, l'élément qui nous a paru le plus important, c'était le travail qu'a fait l'UNESCO. Il est série en 3 parties. En commençant par la langue maternelle, ce qu'on appelle une langue internationale, et enfin
cette dialectique entre la langue maternelle et les langues internationales. Aujourd'hui, on peut parler des langues maternelles peut-être, mais ces relations directes qui pourraient exister entre ces langues et l'écriture des langues. Je pense que ce qui est plus important dans tout ce dispositif, ce sont les relations qui les réorganisent. Donc, passer d'une langue nationale à une langue internationale, passer d'une langue internationale à en parler et l'écriture de la langue, je pense que cette relation-là, comme si on était dans les relations mathématiques, c'est à ce niveau-là où on va percevoir l'importance de ce qui pourrait être les formes de traduction. C'est pourquoi ce domaine nous apparaît extrêmement important, parce que la traduction va apparaître comme une langue sur les langues, comme les relations vont apparaître comme un ensemble sur les applications des ensembles de même. Merci encore une fois d'avoir accepté de venir s'entretenir avec nous sur ces dispositifs. Nous sommes extrêmement contents, tout en sachant les conditions dans lesquelles cette activité est menée et les conditions dans lesquelles vous avez vécu ces derniers jours. Encore une fois, tout l'établissement, toute la faculté est enthousiaste et fière d'avoir ce rencontre. Le professeur Alou Sabio, lors d'une de nos rencontres ici, nous rappelait le sens qu'il fallait donner à une minute de silence. C'est pourquoi nous n'avons pas fait de cette façon, nous avons souhaité qu'après ces mots, qu'on se lève et qu'on se permette, ici à la FASTEF, c'est le sens que nous donnons à cette interrogation sur nos fonds culturels, de prier pour le repos de notre maman disparue. Chers collègues, je vous demande de lever et de prier pour le repos de la maman. Donc, nous allons donner la parole au professeur Mourmalo, directeur de l'école doctorale d'Écosse, qui va dire quelques mots à l'endroit de notre collègue et des invités avant de permettre à notre invité de revenir sur le sens de la journée. Merci, M. Doyen. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Monsieur le Doyen, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les chefs de département, chers collègues, Messieurs les professeurs, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, à vos titres, fonctions et qualités. Nous avons l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Souleymane Bachikian. Avant tout, je voudrais remercier le décanat de la FASTEF, la cellule, la direction de la recherche, dirigée par le professeur Moussabio, qui a initié une démarche avec l'école doctorale d'études sur l'homme et la société pour contribuer à l'animation scientifique de la FASTEF. L'école doctorale est composée de 7 formations doctorales, une trentaine de laboratoires, et la FASTEF dispose de formations doctorales dans cette école doctorale et au moins de 5 à 6 laboratoires. Donc, dans un souci d'équité, il fallait démultiplier nos activités et montrer notre présence dans toutes les composantes académiques de l'école doctorale. Merci, M. le Doyen, merci, M. le Directeur. Je vous remercie aussi et vous félicite pour les bonnes initiatives que vous avez prises
depuis que vous avez pris en charge la destinée de cette auguste institution. Nous, à l'époque, on l'appelait l'école normale supérieure. Et je crois qu'on a fait 7 à 9 ans ici, avec le doyen. Donc, merci, monsieur le doyen. Donc, nous avons l'immense bonheur de recevoir aujourd'hui le professeur Souleymane Bachtibiane, qui constitue pour nous, chercheurs africains, universitaires, un modèle, un symbole et une référence. C'est un ambassadeur infatigable de la pensée et de l'intelligence à l'échelle planétaire. Professeur, nous vous souhaitons une longue vie, pleine de santé pour mener à bien ce combat que nous menons, non seulement pour la nation sénégalaise, mais pour l'homme noir et pour le continent, la dignité de l'homme noir. Et pour être bref, ce combat que vous menez à l'échelle planétaire, vous menez avec des figures comme Ngugi wa Thiong'o, qui depuis des décennies ont mis sur le piédestal la question des langues nationales comme un viatique, comme un facteur déterminant et fondamental pour le développement du continent noir. Quelle place doit occuper cette langue nationale, ces langues nationales, dans notre système éducatif, dans notre système administratif, dans notre vie quotidienne? C'est des faits. Je remercie tout le monde et je pense que cette collaboration ira s'accroissant. Cet après-midi, nous recevons le professeur Pierre Tessier qui va nous entretenir ici sur l'histoire, l'épistémologie des sciences de la vie et des sciences exactes. Donc, merci infiniment. Merci, M. Doyen. Merci, professeur. Merci, professeur Dal. Nous allons donner la parole à Badou avant de... Donc, je dois le remercier davantage parce que cette conférence était programmée le mercredi 18 et on avait tout calé avec le décanat. Entre-temps, il s'est passé un événement douloureux, la disparition de sa chère maman. Donc, il est venu et il a annulé toutes les activités. Il doit partir, mais il a insisté pour maintenir cette activité. Cette activité, c'est-à-dire cette conférence destinée à la FASTEC. Cette conférence a été facilitée par le professeur Badou du département de philosophie, qui, en amont, a tissé tous les rouages pour aboutir et concrétiser cet événement. Merci, professeur. Merci, professeur Badou. Merci. Merci, monsieur le doyen. Merci, monsieur le directeur de l'école opérale. Je voudrais, à la suite de vos propos, remercier encore une fois Souleymane Bachtibiane, parce que, comme le directeur de l'école a dit tout à l'heure, cette conférence qui est prévue le 18, cette période qui coïncide avec la biennale. Entre-temps, il y a eu le décès de sa mère, et nous étions dans l'idée qu'il fallait tout annuler, ou au moins reporter jusqu'à une date ultérieure. Non seulement il n'a pas annulé, mais il a rapporté, il nous a presque ordonné dans l'ordre en fait de maintenir et de l'organiser aujourd'hui. Nous le remercions profondément et nous présentons au nom des collègues de l'école opérale, des étudiants de doctorat, nos condoléances les plus émues pour la perte de sa mère. Je ne sais pas, je devais juste dire un petit mot très bref d'introduction pour cet ouvrage qui constitue pour moi un tournant dans l'évolution de la pensée de Souleymane Bachtibiane. C'est un livre tournant au sens où le concept fondamental qui structure toute sa pensée, qui est le concept de traduction, acquiert dans cet ouvrage une dignité nouvelle qui est celle d'une catégorie de pensée. Il ne s'agit plus simplement de l'acte technique de traduire un texte d'une langue à une autre,
mais d'un concept qui permet de penser la diversité et la pluralité dans un monde globalisé comme le nôtre, où les différences de race, d'ethnie, de sexe, d'origine sociale ont fait irruption sur la scène politique et posent le problème de leur gestion. Comment gérer la diversité? C'est à cette question que répond ce livre, mais dans une perspective qui rompt avec justement la manière habituelle pour les philosophes de penser la diversité, qui consistait jusqu'à présent à la réduire, à l'unité d'un concept. Ici, il s'agit de laisser être la pluralité, la diversité, et de voir maintenant comment penser leur interrelation. Les enjeux philosophiques sont évidemment très énormes. Il s'agit en fait de penser la démocratie, tout simplement, c'est à ça que ça revient. Même si, justement, ça n'est pas encore l'objet d'un ouvrage. Mais puisque j'ai parlé d'orthographe, peut-être bien qu'on aura aussi un ouvrage plus tard qui va porter sur ces questions, parce que les concepts pour les pensées sont déjà en place. Mon cher Rachid, je te laisse la parole. Merci infiniment, mon cher Balou. Je voudrais vous remercier d'être ici. Mes amis viennent de me remercier d'avoir maintenu cette rencontre. Mais c'est moi qui vous remercie d'être ici pour cette rencontre. J'ai estimé en effet que la meilleure manière que j'avais de célébrer la mémoire de ma mère, c'était de continuer à faire mon métier, qui est ma passion, et le métier pour lequel elle était si fière. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas considéré que vous rencontrer aujourd'hui pour parler de cet ouvrage était une interruption dans la période de deuil que ma famille et moi-même connaissions. J'ai considéré que c'était en parfaite continuité avec ce qui correspond aussi à la vérité profonde de ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire célébrer la mémoire de ma mère. Pour ceux d'entre vous qui ont jeté un coup d'œil à mon livre qui a précédé celui-ci, qui s'intitule Le Fagot de ma mémoire, vous savez que ce livre, pour l'essentiel, il y a beaucoup de choses dans le Fagot, mais pour l'essentiel, c'était ma manière à moi de construire un château à ma mère, et je suis heureux qu'elle l'ait tenu entre ses mains avant d'être rappelée à Dieu. Merci infiniment de la minute de silence que vous avez observée et des prières que vous avez formulées pour le repos de son âme à cette occasion. Je voudrais d'abord commencer simplement par des mots de remerciement. Vous me permettrez de commencer, et ce n'est pas simplement protocolaire, par saluer la présence de M. l'ambassadeur de la République du Congo, Brazzaville, qui est mon ami, très cher, mon frère, Jean-Luc Akaïdi. Vous avez vu qu'il a fallu que Gano vienne pointer du doigt la présence de Jean-Luc dans cette salle. C'est comme ça qu'il est. Il est d'abord et avant tout, évidemment, philosophe. Nous nous sommes connus en tant que philosophe. Nous sommes devenus amis en tant que philosophe. Mais vous l'avez vu se faufiler simplement et venir s'asseoir de la manière la plus discrète qui soit. C'est sa manière à lui, c'est la manière des philosophes. Les véritables philosophes doivent se comporter de cette manière-là. Et Jean-Luc, je te remercie infiniment d'être venu. Et donc je commence ensuite maintenant, puisque c'est le protocole républicain qui le demande, en te saluant du nom de M. l'ambassadeur de la République du Congo, M. le doyen de la PASTEF, mes chers collègues, mes chers amis, chers étudiants. Ceci n'est évidemment pas une conférence à proprement parler, puisque c'est la présentation d'un ouvrage. Cet ouvrage qui vient de paraître, qui est paru au mois d'avril, qui est paru là, et avec ce titre de Langue à langue, l'hospitalité de la traduction. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers du chant, il y a un champ philosophique qui est surtout très fortement développé dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis en particulier, le champ de ce qu'on appelle les translation studies, les études de traduction. En français, parfois on adopte le mot un peu technique de traductologie. Si vous voulez, c'est un secteur de réflexion qui se concentre sur l'acte de traduire. Que signifie, quand on considère la phénoménologie de la traduction,
vous prenez un contenu qui a été pensé, créé dans une langue, vous le transférez dans une autre langue qui lui donne hospitalité. Que signifie cet acte que vous accomplissez? Quelle est la philosophie qu'il y a derrière? La traduction peut s'approcher de différentes manières et selon plusieurs disciplines. Vous avez dans ces études de traduction, dans ces réflexions sur la traduction, une approche qui est une approche que je dirais plus politique, une approche sociologique. Vous pouvez étudier la politique de la traduction, la sociologie de la traduction. Par exemple, vous menez des études pour savoir qu'est-ce qui se traduit. Dans quelle langue est-ce qu'on traduit le plus? À partir de quelle langue est-ce qu'on traduit le plus? Vous pouvez faire ces études-là, vous regardez les éditeurs aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Chine, etc. Et si vous posez ces questions-là, ces questions sociologiques concernant la traduction, ce que vous allez réaliser, c'est évidemment ce que vous saviez déjà, intuitivement, mais au moins là, vous avez des instruments de mesure pour l'établir de manière factuelle, c'est qu'il y a une profonde inégalité entre les langues. C'est évident. Si vous posez la question de la langue dans laquelle on traduit le plus, votre réponse, ça va être l'anglais. Dans la langue à partir de laquelle on traduit le plus, la réponse va encore être l'anglais. Donc, de ce point de vue-là, il y a une hégémonie de l'anglais à tel point qu'on peut se demander si ce n'est pas la langue mondiale par excellence. Et ainsi, vous avez une classification des langues, et il est probable que dans cette classification, nos langues à nous, nos langues maternelles, dont parlait tout à l'heure le doyen Sorna, se trouveront au bas de l'échelle. Il y a l'école de sociologie en France, l'école de Bourdieu, que vous connaissez certainement, a produit des études très importantes dans ce domaine de la sociologie et de la politique de la traduction et des langues. Il y a en particulier un livre magnifique qui a été publié par une représentante de cette école, une ancienne étudiante de Pierre Bourdieu, qui s'appelait Pascal Casanova, qui malheureusement nous a quittés très jeunes, il n'y a pas très longtemps. Et son ouvrage principal avait pour titre « La langue mondiale » et pour sous-titre « Traduction et domination ». Et il avait fait exactement ce que je viens de dire, une étude sociologique de la traduction, où il avait établi que si on regarde la sociologie de la traduction, on se rend compte qu'il y a, selon sa terminologie, ce qu'elle appelle des langues hypercentrales, des grandes langues dominantes, des langues centrales, des langues moyennement dominantes si vous voulez, puis des langues périphériques. Et il est probable que nos langues sur notre continent font partie de ces langues périphériques. Et donc, elle montrait que la traduction manifeste la domination de certaines langues par d'autres langues, d'où son sous-titre « Traduction et domination ». Ça, c'est l'approche sociologique, c'est l'approche politique de ce que j'ai appelé tout à l'heure, en utilisant l'expression anglo-saxonne pour cela, les translation studies, les études de traduction, la réflexion sur la traduction. Mais vous avez une autre approche. Vous avez l'approche de la philosophie de la traduction et de l'éthique de la traduction. Que signifie cette approche? Elle signifie que plutôt que de considérer de manière massive des questions du genre quelles sont les langues dans lesquelles on traduit le plus, quelles sont donc les langues dominantes, quelles sont les langues dominées, vous vous interrogez, vous mettez le zoom, si je puis m'exprimer ainsi, vous mettez le zoom sur l'opération même de traduire. C'est-à-dire, si vous laissez en dehors de la pièce, en dehors de votre bureau, les grandes questions de domination, les grandes questions de politique des langues, et vous regardez simplement le traducteur qui est en train de faire passer, mettons, la République de Platon, du grec au Wolof, ou du grec à l'anglais. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quelle est la philosophie que je peux percevoir et lire dans le geste de traduire? Quelle est l'éthique qui habite celui qui décide qu'une langue, que ce qui s'est créé et pensé dans une langue, mérite de passer dans une autre langue
pour s'adresser aussi à ceux qui parlent cette langue. Alors, si vous vous posez cette question, si vous faites une sorte de ce que mon ami Badodoy, qui est phénoménologue, appellerait la phénoménologie de la traduction, vous vous en limitez à cette opération qui se passe entre deux langues, à ce geste que vous effectuez de mettre en contact deux langues. Là, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe philosophiquement et quelle est la signification éthique de ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a une signification profondément morale, profondément éthique, dans le fait de dire je vais donner hospitalité dans ma langue, je vais accueillir dans ma langue quelque chose qui a été pensé et créé par un étranger dans sa propre langue, et ainsi je vais présenter à ceux qui parlent ma langue ce qui a été créé dans une autre langue. C'est un geste d'hospitalité. Et ce mot d'hospitalité, pour caractériser la nature éthique, la nature morale, la nature philosophique de la traduction, c'est un concept qui a été utilisé par un grand philosophe français de la traduction, qui est Paul Ricoeur, que certainement beaucoup d'entre vous connaissez. Et donc, voilà, dans un premier temps, à grands traits, le paysage des translation studies, le paysage des approches conceptuelles de la traduction. Soit vous allez dans la direction de la sociologie et de la politique de la traduction, soit vous regardez dans une direction qui n'est pas contraire mais complémentaire, celle de l'éthique et de la philosophie de la traduction. Mon livre s'inscrit dans la philosophie et l'éthique de la traduction. Il est placé sous le signe de cette idée fondamentale qu'il y a un geste profond d'humanité et d'humanisme dans le fait de donner hospitalité dans sa langue à ce qui s'est créé dans une autre langue. Et donc ce qui m'intéresse, c'est la notion de traduction comme humanisme. Vous savez, nous sommes tous ici entre collègues qui avons été nourris par les humanités, et je sais que le professeur Sorna nous vient des mathématiques, mais les mathématiques dans notre pays, dans le pays de Senghor, de Cheikh Anta Diop, de Cheikh Hamidou Kane, n'empêchent nullement tous ceux qui sont des gens de réflexion et des universitaires d'être d'abord et avant tout pétris dans les humanités. Vous connaissez tous donc la vieille parole humaniste, « Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Il est important de placer la traduction sous le signe de cette parole humaniste. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. C'est précisément à cette parole-là que d'une certaine manière, de manière implicite, vous vous référez lorsque vous dites « je vais donner hospitalité dans ma langue » et donc présenter à ceux qui partagent cette langue ce qui a été créé par quelqu'un d'autre, parce que même si ce quelqu'un d'autre a créé ce qu'il a créé dans une langue étrangère, avec une expérience culturelle étrangère, avec une vision du monde étrangère, c'est un humain comme moi, et ce qui est humain ne peut pas m'être étranger, et c'est la raison pour laquelle je vais procéder à ce geste de traduction. Et donc, la traduction crée de la réciprocité. La signification éthique de la traduction, c'est d'être un pont, de créer de l'égalité, de la réciprocité, malgré, encore une fois, la distance culturelle qui sépare deux mondes, parce que vous en faites l'expérience, nous avons tous grandi en faisant des versions et des termes, et vous vous rendez bien compte que quand vous traduisez, par exemple, quand vous faites une version latine et que vous traduisez un texte d'Ovide ou de Virgile en français, ce n'est pas simplement deux langues différentes, le latin et le français, ce sont deux mondes différents. Le monde de Virgile n'a rien à voir avec notre monde aujourd'hui. Et par conséquent, je suis désolé, je n'arrive pas. Voilà, je vous laisse vous confesser ça. C'est mon ami Maguey Kassé. Eh bien, ce que vous faites, ce n'est pas simplement l'opération technique de faire passer de la langue latine à la langue française.
c'est aussi une opération, si vous voulez, de construction de ponts entre le monde qui est le vôtre, le présent dans lequel vous traduisez, et le monde qui était celui du monde de Virgile, un monde peuplé de dieux, où les dieux se comportaient comme des humains, avec des passions, des colères, des joies, des amours, etc., etc. Et donc, ce que vous faites quand vous faites une traduction comme celle-là, c'est véritablement inviter ceux qui parlent votre langue à élargir leur expérience humaine en y faisant entrer un autre monde. Donc la traduction, c'est l'art de surmonter la distance qui peut séparer un humain d'un autre humain. Et c'est en cela que la traduction est un humanisme. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert mon livre sur une introduction où j'évoque, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà lu ou qui vont le lire, où j'évoque une scène extraordinaire que nous avons tous vécue sur les écrans de nos télévisions. Et cette scène, c'était la scène l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, et l'actuelle vice-présidente Kamala Harris ont prêté serment sur l'esplanade du Capitole à Washington. Et vous vous en souvenez, l'une des scènes majeures de ce moment de prestation de serment, ça a été la lecture de ce poème magnifique, The Hill We Climb, la colline que nous gravissons, qui a été récité par cette jeune poétesse noire, Amanda Gorman. Et ça a été un moment tellement fascinant que le monde entier a voulu traduire le poème que Amanda Gorman avait lu ce jour-là, avec cette cadence particulière qui est la cadence du slam. Beaucoup d'entre vous ont l'âge de connaître infiniment mieux que nous autres qui avons les cheveux gris ce que c'est que la cadence et le rythme du slam. Et c'est vrai que c'est un rythme qui se prête parfaitement à certains poèmes, dont le poème ce jour-là d'Amanda Gorman. Et donc, il y a eu des éditeurs dans le monde entier, et ceci me ramène à la sociologie de la traduction, les éditeurs dans le monde entier ont décidé de traduire et de publier quelques poèmes de Amanda Gorman. Comme vous le savez, un éditeur néerlandais, hollandais, a décidé, comme d'autres éditeurs, de procéder à cette traduction et il a demandé à une jeune poétesse hollandaise d'être la traductrice du poème de Amanda Gorman et d'autres poèmes de Amanda Gorman. Vous connaissez cette histoire. Et là-dessus, il y a eu une controverse absolument énorme et qui a été d'ailleurs très fortement amplifiée par les réseaux sociaux, parce que vous le savez aussi, les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance extraordinaire quand il s'agit de polémiquer et d'être dans la controverse. Et qu'est-ce que c'était la controverse? Elle avait été soulevée par une jeune femme, poétesse elle-même, et qui travaillait dans le secteur de l'édition, qui était traductrice, et qui avait dit la chose suivante: pourquoi confier la traduction d'une poétesse noire à une poétesse hollandaise qui n'est pas noire, mais blanche? Il aurait fallu confier cette traduction, disait-elle, à une femme noire, donc une femme, il fallait que ce soit une femme, il fallait qu'elle soit noire, et l'idée étant que si elle était femme et noire, elle partageait l'identité de Amanda Gorman qu'il s'agissait de traduire. Et ça a été une grande controverse aussi, mais enfin, jusqu'à présent, les éditeurs demandaient à des traducteurs de traduire des textes, et on se met maintenant à regarder les identités de ceux qui sont traduits, les identités de ceux qui traduisent, et on essaye de faire une sorte de relation entre ces identités, avec l'idée que vous ne pouvez bien traduire quelqu'un que si vous partagez l'identité apparente de cette personne. Et donc j'ai ouvert mon texte sur cela, parce que ça posait le problème qui était le mien dans ce livre. Et ce que j'ai dit, c'est la chose suivante. Faisons la part de la politique et de la sociologie de la traduction. Effectivement, si vous avez en Europe, aujourd'hui, des minorités noires
des afro-descendants, par exemple, qui se trouvent en Europe et qui sont parfaitement bien formés dans tous les différents secteurs, il est absolument important, politiquement et moralement, de faire en sorte que ces minorités soient parfaitement intégrées dans les structures économiques du pays. Et donc, évidemment, il faut que les minorités dites visibles, ou les minorités issues de l'immigration, comme on dit en France, soient fortement représentées dans le système de l'édition, dans l'industrie de l'édition et dans le secteur de la traduction. Donc, effectivement, il faut donner du travail, il faut donner des traductions à ces minorités visibles. Mais cela étant dit, si la seule justification que vous avez, c'est de dire que pour traduire quelqu'un, il faut avoir à peu près la même identité que ce quelqu'un, vous n'avez rien compris à la signification de la traduction. Et donc, cela, c'est un principe qu'il fallait tenir ferme, et c'est le principe sur lequel mon livre est construit. Précisément, ce que fait la traduction, c'est reconnaître l'écart, c'est reconnaître la distance, c'est reconnaître le fait que la traduction est une opération qui, en principe, devrait être impossible. Parce que passer d'un monde à un autre, c'est quand même un acte a priori impossible. Et tout l'art de la traduction, c'est de rendre possible ce qui était impossible. De comprendre qu'il y a une distance infinie entre le monde où je vis et dans lequel je traduis Virgile et le monde dans lequel Virgile vivait. Et la condition de réalisation optimale de ma propre traduction, c'est de mesurer d'abord cette distance afin que par un geste d'empathie, un geste de sympathie, un geste humaniste, je puisse maintenant construire un pont qui va annuler cette distance. Mais si vous dites, je dois être le traducteur d'un tel, parce qu'il n'y a presque pas de distance entre un tel et moi, vous n'avez pas compris ce que signifie la traduction. Et donc, voilà toute la signification de la réflexion que j'ai essayé de mener dans ce livre. En disant que les relations entre les langues sont des relations qui expriment ce qu'il y a de profondément humain et de profondément humaniste dans le geste de traduire, dans le geste d'abolir une distance, en faisant reposer ce geste sur la parole humaniste. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ça veut dire, dans le cas précis que je viens de dire, si je dis cela, je vais dire, puisque je suis humain et que ce qui m'a touché dans le poème de Amanda Gorman, c'était l'expression de la condition humaine que nous partageons, rien de son expérience ne m'est étranger, même si je ne suis pas une femme, moi. Et voilà la signification, me semble-t-il, qu'il faut donner à la notion de traduction. Évidemment, quand vous traduisez, vous faites toujours l'expérience de l'intraduisible. Il y a des choses intraduisibles parce qu'elles ne dépendent pas seulement de la technique et de la compréhension d'une langue. Si, par exemple, dans notre conversation, je me mets à donner l'exemple de quelqu'un que je ridiculise un peu, en vous disant, ah oui, mais je sais bien qu'il est gourmand comme peut l'être Madame Bagnac. Si je dis ça, vous ne connaissez pas Madame Bagnac, mais étant sénégalais, vous allez tous comprendre que j'ai un fils de ma tante qui s'appelle Madame Bagnac. Parce que dans notre culture, nous nous moquons ainsi de nos cousins, fils de nos tantes. Donc, même si vous ne connaissez pas mon cousin As, vous savez que je suis en train de me moquer. Alors, essayez maintenant de traduire cela. Essayez de traduire cela pour quelqu'un qui est à côté de vous en vous disant, mais quel est ce Madame Bagnac, est-ce que c'est un grand philosophe, etc. Vous êtes obligé de faire toute une périphrase pour lui expliquer que vous ne connaissez pas Madame Bagnac, mais que vous pouvez pourtant lui expliquer que si Bachir en parle, c'est que probablement il a un fils de sa tante qui s'appelle Madame Bagnac. Et donc, tout cela est intraduisible, mais vous allez faire l'effort de le traduire. C'est-à-dire que ce que vous ne mettez pas, par exemple, dans le texte, vous allez le mettre en note de bas de page, où vous allez utiliser toutes les formes de paratexte possibles et imaginables, et ce sont toutes ces techniques de traductologie que vous allez mettre en œuvre
pour essayer autant que possible de surmonter ce qu'il y a de toujours intraduisible dans la traduction. L'intraduisible ne sera jamais supprimé. Parce que traduire, ce n'est pas simplement passer d'une langue à l'autre, c'est passer d'un monde culturel à un autre monde culturel. Et ceci est presque impossible. Et donc, vous n'arrêtez pas de négocier avec l'intraduisible, de le réduire encore et encore, tout en sachant que vous ne pourrez jamais profondément et absolument l'éliminer. L'intraduisible fait partie de la traduction. Et donc, pour résumer sur ce premier grand point, mon livre est un éloge de la traduction, et la raison pour laquelle je fais cet éloge de la traduction, c'est que je trouve que la traduction est la meilleure manière de manifester l'humanisme. Et ceci, même en situation d'asymétrie totale. Même dans une situation où vous avez une langue dominante et une langue dominée, si vous effectuez un acte de traduction dans ces deux langues, vous les mettez à égalité. Dans l'éthique de la traduction, il n'y a plus de domination linguistique, il y a une égalité des langues. Et c'est en cela que la traduction crée de la réciprocité. Et pour essayer de le démontrer, j'ai pris les situations les plus asymétriques possibles. La distance la plus grande possible entre deux langues et donc entre deux mots. Et c'est la raison pour laquelle mon premier chapitre, le premier chapitre de ce livre, parle d'une expérience de pensée, une expérience philosophique. Ceux d'entre vous qui êtes familiers de la philosophie analytique connaissez bien cette expérience de pensée. C'est l'expérience dite de traduction radicale de Quine, du philosophe américain Quine. Quine a imaginé la situation suivante. Il dit, j'imagine un ethnolinguiste qui arrive dans une tribu étrangère et aucune possibilité d'avoir un point commun entre la culture dont il provient lui-même et la culture qu'il trouve sur place. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune communauté linguistique possible. Ce sont des langues absolument étrangères. Et il est arrivé là, livré à lui-même, et il doit construire un lexique de traduction entre sa propre langue anglaise et la langue de l'indigène. Vous ne pouvez pas imaginer distance plus grande entre une langue et une autre. Et Quine imagine que l'ethnolinguiste va se dire, ok, la seule chose que j'ai à ma disposition, c'est le fait que nous partageons, l'indigène et moi, nous partageons les mêmes stimuli, nous voyons les mêmes choses. Et je vais lui demander de verbaliser chaque fois qu'il voit quelque chose. Pour ceux d'entre vous qui êtes familiers du texte de Quine, vous savez que l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de Gavagai. Il dit, un lapin apparaît et mon interlocuteur dit Gavagai. Mais Gavagai, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, tiens, un lapin. Ça peut être, ah, chouette, nous avons un dîner ce soir. Ça peut être, encore une fois, vous n'êtes pas sûr. Probablement, Gavagai voudra dire lapin dans sa langue, mais ce n'est pas certain, parce que vous pouvez parfaitement imaginer que dans cette situation-là, il s'est dit, ça va être ça mon dîner. Donc Gavagai signifiera dîner, et pas lapin. Et donc, vous avez toutes ces possibilités que vous allez essayer de réduire au fur et à mesure. Autrement dit, il vous faut à un moment donné trouver la manière dont l'indigène va dire oui ou non. Vous avez besoin de son assentiment. Et donc, en l'interrogeant, vous avez besoin de déterminer ce qui est assentiment chez lui et ce qui est négation. Et vous ne pouvez pas non plus vous fier à ce qu'on appelle le body language, simplement le langage du corps. C'est vrai que dans la plupart des cultures, si je fais ceci, vous dites il a dit oui. Si je fais ça, vous dites il a dit non. Mais ce n'est pas toujours vrai. Vous savez que j'ai des amis iraniens. Les Iraniens font ça pour dire non. Et donc, l'idée même que le body language, que le langage du corps est universel, vous ne pouvez pas compter là-dessus. Et donc, c'est tout un travail de savoir comment l'autre dit oui et comment l'autre dit non. Mais une fois que vous avez la manière dont il dit oui et qu'il dit non,
vous avez la possibilité de reconstruire logiquement son langage. Parce que ceux qui ont eu qui ont suivi le cours de logique de l'UCAD savent que si vous avez un des connecteurs binaires et que vous avez le oui et le non, c'est-à-dire le vrai et le faux ou le 1 et le 0, vous avez la possibilité de reconstituer tous les autres connecteurs et vous avez un système logique complet. Donc si vous faites pas à pas cette démarche qui consiste à regarder la manière dont votre interlocuteur répond aux stimuli et que vous avez déterminé la manière dont il dit vrai ou faux, vous avez effectivement, si vous avez suffisamment de patience, la possibilité de construire un lexique de traduction de la langue de l'indigène dans votre propre langue, à condition que vous partagiez la même logique. Parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent suppose que vous avez la même logique. Vous ne pourrez le traduire, même si vous ne connaissez pas sa langue, que si vous avez la même logique, c'est-à-dire si tous les deux, vous admettez le principe d'identité, une chose est elle-même, A égale A, le principe de non-contradiction, une chose ne peut pas être elle-même et son contraire en même temps et sous le même rapport, et le principe de tiers exclus. Ça veut dire qu'entre deux choses, entre deux hypothèses, il n'y en a qu'une. C'est vrai ou c'est faux. Parce que si vous avez trois possibilités, vrai, faux, ou peut-être, ou zut, etc., là aussi, vous ne vous en sortez pas. Par conséquent, la condition de base de la traduction, c'est l'idée que vous avez la même logique parce que vous avez en partage la même humanité. C'est l'idée que avoir la même condition humaine, être humain ensemble, c'est partager la même logique. Ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être évident, mais ça n'était pas évident. Rappelez-vous Lévi-Bruhl. Lévi-Bruhl a estimé que le monde européen était un monde construit sur la logique. C'était le monde de la raison avec R majuscule, c'était le monde de la logique avec L majuscule, et c'était le monde où régnait le principe d'identité, le principe de contradiction, le principe de tiers exclus, et que le reste de l'humanité, les primitifs comme on les appelait à l'époque, eux baignaient dans une mentalité primitive qui était une mentalité pré-logique, avait dit Lévi-Bruhl. C'est-à-dire une mentalité indifférente au principe de contradiction, précisément. Et donc, ce que l'expérience de Quine montre, pour la résumer, c'est à la fois la possibilité d'une traduction même en partant de zéro. Même si vous n'avez aucun lien en commun, il suffit que vous fassiez le pari que vous avez la même logique pour que la traduction puisse, avec quelque patience, s'effectuer et se réaliser. Et donc, voilà un exemple qui vous montre ce que signifie que la traduction est un humanisme. C'est que vous pariez dans la traduction, vous pariez sur l'humanité de l'autre, vous pariez sur une humanité partagée qui, dans le cas d'espèce, prend la forme d'une logique partagée. Et c'est donc cette expérience de la traduction radicale qui me semblait la meilleure manière d'ouvrir ce qui est probablement l'un des chapitres les plus difficiles de mon livre, parce que ce livre-ci est plus difficile que le fagot de ma mémoire. Voilà, c'est donc la raison pour laquelle j'ai commencé par la traduction radicale en disant, même dans deux langues aussi radicalement séparées, la traduction demeure toujours possible. La construction d'un pont entre vous demeure toujours possible parce que vous êtes humain et rien de ce qui est humain ne vous est étranger. Et dans ce même chapitre, d'ailleurs, je me suis amusé à lire un film. J'adore le cinéma, comme le savent mes amis. Et il y a, vous savez, c'est Hegel qui disait que tout doit être lecture philosophique et que le philosophe doit commencer d'ailleurs ses lectures philosophiques par la presse du jour. Si vous ne commencez pas votre journée en lisant le New York Times ou Le Monde ou Le Soleil ou Obs, selon là où vous êtes, vous n'avez pas fait ce qu'il appelait votre prière quotidienne, c'est-à-dire d'abord vous renseigner sur l'état du monde, savoir comment... Le cinéma aussi capture des vérités philosophiques et les traduit dans son propre langage visuel, et c'est important. Le film que j'ai lu dans ce chapitre
C'est un magnifique film de science-fiction qui suppose que des extraterrestres sont venus nous voir sur Terre et nous nous trouvons dans la situation de devoir communiquer avec eux. Vous ne pouvez pas imaginer une traduction plus radicale. Tout à l'heure, j'ai imaginé deux individus qui n'ont aucun lien. Alors là, ce ne sont même plus ne plus avoir de lien. C'est carrément un extraterrestre qui vient. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sûr d'avoir le même stimulus. Nous avons des yeux pour voir le lapin. Mais est-ce que l'extraterrestre voit comme nous voyons? Et quelle réalité perçoit-il? Moi, je vous perçois en face de moi, je vous perçois en 3 dimensions. Est-ce qu'il voit en 3 dimensions? Il voit en 2 dimensions? Il voit en une seule dimension? Il voit en n dimensions? Nous ne pouvons même pas le savoir. Donc, voilà la distance maximale, la plus grande distance possible entre le traducteur et son interlocuteur. Et toute la leçon du film consiste à dire que ces gens qui sont venus nous voir en réalité pour nous enseigner leur propre langue. Ils vivent dans un monde totalement différent. Un monde où nous n'avons pas de manière aussi linéaire que chez nous, un passé, un présent et un futur. Ils voient toutes les dimensions du temps en même temps. Ils voient la fin dans le commencement. Et en réalité, ce qu'ils font, nous croyons que nous sommes en train de déchiffrer leur langage en leur envoyant une linguiste magnifique. Et en réalité, eux enseignent leur langage à cette linguiste parce qu'ils sont venus pour ça. Et la linguiste se rend compte qu'au bout d'un certain temps, qu'elle est en train de les comprendre dans leur langue. Mais que les comprendre aussi, c'était subir le transfert de leur vision du monde dans son propre monde à elle. Elle se rend compte qu'elle est en train de voir en même temps le présent où elle vit et l'avenir où elle va vivre. À un moment donné, elle se rend compte qu'elle va épouser un homme, avoir avec lui une fille et que cette fille va mourir. Et pourtant, quand l'homme lui demandera de l'épouser, elle lui dira oui. C'est-à-dire, elle sait parfaitement ce qui va se passer, mais elle accepte aussi parfaitement ce qui va se passer. Vous savez, les mystiques le disent. Les mystiques disent que si vous connaissez parfaitement, si vous vous identifiez à la volonté de Dieu, vous l'acceptez quelle qu'elle soit. C'est la signification de Masha'Allah. Ce que Dieu veut, le wakil que vous avez vis-à-vis de Dieu, c'est que si vous savez que telle chose désastreuse qui va vous toucher horriblement, qui va vous faire mal, etc., va se passer, vous allez, même si vous le saviez à l'avance, vous l'accepterez quand même parce que telle est la volonté de Dieu et que vous avez abandonné votre propre volonté pour être habité par celle de Dieu. D'une certaine façon, vous pouvez avoir cette lecture-là, je ne la fais pas dans ce livre. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est l'idée qu'une langue, c'est une vision du monde et qu'elle acquérait cette vision du monde. Je vais très vite maintenant pour résumer. Je vais vous faire l'économie des différents chapitres de leur présentation. Je vous invite à les lire si vous me faites l'amitié et l'hospitalité de recevoir ce que j'ai pu essayer de penser dans ce livre. Et je reviens à la signification de la traduction comme humanisme pour terminer. En faisant référence à 2 textes religieux, la Bible et le Coran. Vous savez que la Bible a ce grand récit sur le fait que les humains sont partagés et divisés par leur langue. Le fait que nous parlions plusieurs langues, c'est une manière d'être divisés. Et vous savez que dans la Bible, ceci est présenté comme une punition des humains. Quand les humains se sont retrouvés sur Terre, et qu'ils se sont mis à croître et à multiplier, ils ont tous parlé la langue que parlait Adam. La fameuse langue adamique que les philosophes d'ailleurs cherchaient. Leibniz cherchait la langue adamique. La grammaire comparée, la linguistique, est née de la recherche de la langue adamique. Parce que les linguistes se rendaient compte que beaucoup de langues partageaient des racines communes, se ressemblaient. Ils se sont dit, mais si on les regarde toutes ensemble, on va trouver la langue adamique dont toutes ces langues sont les descendants. Eh bien, il est dit donc dans le récit biblique que quand les humains sont devenus arrogants et qu'ils se sont mis à construire une tour qui était perçue comme une sorte de défi lancé à Dieu, Dieu, pour les punir, a non seulement détruit leur tour,
mais les a dispersés par toute la terre en leur donnant des langues différentes, des langues plurielles, en disant comme cela, vous n'allez plus jamais être une seule et même humanité, vous n'allez plus avoir l'arrogance qui a été là. En général, beaucoup de récits bibliques sont aussi des récits coraniques. Pas celui-ci. Le récit de la malédiction de Babel et la destruction de la tour de Babel, vous ne le trouvez pas dans le Coran. Mais vous trouvez un équivalent. Vous trouvez un équivalent de cette idée que les humains sont divisés par la pluralité de leur langue. C'est, vous le connaissez pour la plupart d'entre vous, c'est ce fameux verset coranique du chapitre Hujurat où il est dit « Nous avons fait de vous des nations et des tribus ». Donc, c'est une manière de parler du fait que nous sommes divisés en nations et tribus, et la meilleure manière d'être divisé en nations et en tribus, c'est d'avoir plusieurs langues. Mais le même verset ajoute « afin que vous vous entreconnaissiez ». Ça veut dire que dans un même geste, le verset dit « vous êtes divisés, vous êtes dans la pluralité, parce que vous avez des langues différentes », et le même verset dit « mais cette pluralité doit être une voie pour vous, pour que vous vous connaissiez ». Autrement dit, quel est le lien que je suis en train de faire entre Babel et ce verset coranique? C'est l'idée selon laquelle notre humanité est une humanité divisée. Nos langues sont plurielles. Et de ce point de vue-là, vous pouvez considérer qu'il y a une imperfection. Parce que le pluriel peut être considéré comme une imperfection. Ce qui est vraiment parfait est un. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire du fait que nous avons une pluralité de langues? Est-ce qu'il faut accepter ce que j'ai présenté comme étant la politique de la traduction et vouloir, par exemple, qu'il y ait une langue mondiale, une langue qui s'impose à tout le monde, il faut que tout le monde sache l'anglais, etc. Même si vous ne le connaissez pas bien, vous allez avoir une espèce d'anglais approximatif qui n'a rien à voir avec la langue de Shakespeare et qui est plutôt l'anglais de débrouillardise que les gens peuvent avoir dans la rue, etc. Ou bien alors, vous dites que la meilleure manière de nous entreconnaître, c'est de faire l'effort de traduction. Parce que dire nous allons adopter une langue commune, c'est au contraire annuler à ce moment-là l'expérience humaine qu'il y a dans les langues. Il y a eu une tentative comme celle-là, c'est la tentative d'avoir l'espéranto. L'espéranto, qui vous le savez, est une langue artificielle construite à partir de plusieurs langues européennes. Il y a déjà un problème, vous n'y avez pas les langues asiatiques, chinoises, et vous n'y avez certainement pas nos langues à nous. Mais enfin, c'était une tentative. Sauf que l'espéranto ne correspond à l'expérience humaine de personne. Ça devient une langue artificielle au même titre que la langue que vous avez dans vos ordinateurs. Les ordinateurs, la langue des ordinateurs, c'est 0 et 1. Tout ce que vous faites dans un ordinateur, c'est une succession de 0 et de 1, comme vous le savez. Je le sais d'autant plus que mon travail, j'ai commencé par le faire, mais mon premier travail de traduction, c'était la lecture de la traduction de nos langues naturelles à la langue artificielle de la logique et de 0 et 1, le système binaire des ordinateurs. Il faut donc prendre nos langues dans leur diversité, dans les pluralités, et dire, nous allons construire une humanité commune, non pas en effaçant nos différences et nos différences linguistiques, mais en sachant que nos différences linguistiques peuvent être toujours surmontées par la traduction. Et que quand donc Dieu nous demande de nous entreconnaître, ou quand nous essayons de surmonter la malédiction de Babel, notre meilleur outil conceptuel et philosophique et éthique, c'est la traduction. Que nous pouvons toujours surmonter le pluriel de nos langues en partageant une langue commune, une langue des langues, mais cette langue des langues, c'est la traduction elle-même. Et c'est donc la signification profonde, me semble-t-il, de cette parole de Ngugi wa Thiong'o, que je suis fier d'appeler mon ami, quand il dit que la langue des langues, c'est la traduction. En Europe, on cite toujours beaucoup de philosophes linguistes italiens, Umberto Eco, qui a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction. Et tout le monde, il a dit la langue de l'Europe, c'est...
parce qu'ils ne connaissent pas Gugi. Gugi, lui, a pensé à la dimension du monde et a dit la langue des langues, c'est la traduction. C'est la raison pour laquelle il a décidé à un moment donné, lui, d'écrire dans une langue que peu de gens connaissent, puisque c'est le Kikuyu. Il n'a même pas écrit en Swahili, il connaît le Swahili. Le Swahili est une langue pratiquement parlée dans toute l'Afrique australe. Mais ce n'était pas cela son but, ce n'était pas de chercher une langue largement parlée, c'était de faire de la langue de son terroir une langue de création, une langue de science, et de dire cette langue s'universalisera, non pas parce que tout le monde parlera Kikuyu, mais parce qu'il y aura des traducteurs. Ces traducteurs ont une fonction de médiation. Ce sont des médiateurs culturels, et c'est en cela que les traducteurs sont les plus grands humanistes qui soient. Je voulais terminer sur ce propos-là, mais je terminerai comme j'ai commencé par des remerciements. Bado, je ne le remercierai pas, on ne se remercie pas soi-même, c'est mon jeune frère. Je voudrais remercier aussi ceux que j'ai rencontrés ici, vous-même, et puis remercier le président de l'Amicale. En tant que président de l'Amicale, il a voulu se mettre dans la position du libraire et vendre le livre qui est le mien à cette table-là. Je vous en suis profondément reconnaissant. Je voudrais remercier mes collègues à cette table, Sardiot évidemment, en commençant par la droite, que je suis toujours heureux de retrouver. Nous nous connaissons depuis que j'ai commencé à enseigner la philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Remercier Momar. Momar est un jeune frère. J'ai eu le bonheur de partager avec lui plusieurs semaines dans un centre de recherche à Nantes, où c'est avec infiniment de joie et de fierté, parce que je suis fier de mes jeunes frères, que j'ai passé cette période avec lui et que j'ai vu la qualité du travail qu'il y avait présenté et la qualité du travail qu'il continue toujours de présenter. Je vous remercie à nouveau, cher doyen Sokhna, de l'hospitalité que vous m'avez accordée. Également, vous dire toute la fierté qui est la mienne de voir ce qu'est devenu l'école normale supérieure telle que vous et moi l'avons connue, donc ceux qui ont des cheveux gris en une certaine quantité aujourd'hui et qui est devenu FASTEF aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, vous avez rappelé au tout début le propos de cette institution, et c'est cette institution que vous servez. Sa mission, la mission de cette institution, et je dis cela en saluant aussi mes collègues qui sont aujourd'hui en train d'enseigner ou de prendre des enseignements à cette FASTEF, une institution dédiée à la plus belle des missions, qui est la mission d'enseigner. Parce que la mission d'enseigner, c'est aussi une mission de médiateur. C'est ce que nous faisons. Enseignants, nous sommes des traducteurs. Nous passons notre temps à traduire. Et c'est ce que nous faisons si nous y réfléchissons. C'est véritablement ceci qui est au fondement de la profession qui est la nôtre. J'ai dit que je n'allais pas remercier Bado, mais je vais quand même le faire. Et la seule manière de le remercier, c'est de lui dire merci. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Je prends juste la parole pour féliciter le professeur Bachir Diagne, pour dire ce que tout le monde sait déjà. C'est une sommité intellectuelle aux empreintes multiples. Et à chaque fois que Souleymane Bachir Diagne aborde une thématique, on sent qu'il y a du nouveau. Comme l'a dit le doyen, donc c'est une fierté pour nous tous. Je tiens peut-être à dire au professeur Souleymane Bachir Diagne que moi, entre-temps, j'ai migré de la philosophie à la sociologie. Je ne suis pas comme un renégat, contrairement à ce que pense Gano. En lisant Souleymane Bachir Diagne, vous vous rendez compte que les disciplines ne sont pas aussi éloignées. Je crois que de la philosophie à la sociologie, il y a un pas à franchir. Les écrits de Souleymane Bachir Diagne révèlent des empreintes essentiellement sociologiques au-delà de son ancrage philosophique. Pour revenir à l'ouvrage,
j'aimerais taquiner le professeur Bachir. Il nous a fait un éloge à la traduction. C'est vrai que tout ce qu'il a développé me semble pertinent, mais indépendamment de ses convictions, moi je suis convaincu, c'est ma conviction à moi, que le rapport d'inégalité entre les langues ne peut pas disparaître dans l'acte de traduction. Dans son propos, si je n'ai pas senti le rapport qui serait établi entre la domination épistémique des langues occidentales sur les nôtres, est-ce que dans l'acte de traduire en réalité, on peut faire disparaître cette domination? Dans des langues qui ont une tradition épistémique très longue, qui ont une expérience scientifique avérée, est-ce que si aujourd'hui on décide de traduire ces écrits au niveau de notre langue, nos langues nationales, est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport d'inégalité? Est-ce qu'on peut réellement en réalité établir un rapport d'égalité entre les langues sans pour autant régler à notre niveau, au niveau de nos langues nationales, un héritage épistémique, une construction, un corpus analytique qui pourrait peut-être se positionner à égale dignité avec les autres langues? En termes plus clairs, pour poser la question, est-ce que le rapport qu'on pourrait établir entre la tradition d'une langue, de deux langues, l'anglais et le français, et ce même type de rapport est établi entre le Wolof et le français ou le Wolof et l'anglais? C'est la question que je pose. À partir de ce moment, je crois que ce que je veux dire, c'est que quelque part, la dimension inégalitaire, on ne peut pas l'évacuer, quelque ça peut-être le grand mérite qu'on trouvait quand même à concevoir que les langues, que la tradition était un moyen pour rapprocher les identités, pour rapprocher les peuples, mais en réalité, dans ce rapport-là, pour le voir, non, il y a une inégalité. Voilà ce que j'avais à dire comme peut-être c'est une question que je pose difficilement. La question donc, c'est surtout au niveau de l'inégalité là. Badou, vous prenez les premiers achetés, vous savez pourquoi? Je vous suis tous les jours sur YouTube. Alors comme nous sommes, je vous admire beaucoup, bon. Mais comme nous sommes des intellectuels, nous comprenons souvent, mais nous ne nous en donnons pas toujours. Alors là, je vais vous terminer tout de suite. Moi, je travaille un peu sur la traduction, à savoir, bon, en tant qu'angliciste, est-ce que la traduction peut être un outil de facilitation de la compréhension de la langue dans certaines activités de compréhension de l'église, ceux qui sont là des anglais, je parlais de reading comprehension. Et dans mon dernier modeste ouvrage que je viens d'écrire, il y a un article sur la traduction dans lequel je vous cite. Mais là où je ne vous suis pas, professeur, c'est quand vous parlez du flux de savoir qui ont quitté la Grèce pour entrer dans la pensée islamique, avec ce qu'on appelle les pensées intruses, qu'on a dû quelquefois même bouter dehors, ce qui a mené à cette forme de glaciation, voire même de crispation. Donc, là où je ne suis pas, c'est que je vois pas l'attache dans tout ça, de ce flux de savoir, la contribution de l'Égypte ancienne. Parce que j'ai l'impression que je vous ai pas assez écouté, mais c'est à peine si j'entends parler de l'apport de l'Égypte ancienne dans les savoirs qui sont passés, comment dirais-je, dans la pensée critique, dans la philosophie grecque, et les savoirs scientifiques qui sont allés vers, même je peux dire, vers la période des Abbassides avec la maison de la sagesse. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je ne suis pas tout à fait clair. Je vous remercie et toutes mes félicitations pour le travail que vous faites pour nous tous. Merci aussi à tous ceux qui sont ici présents. Je remercie aussi tous ceux qui sont à l'origine de cette belle initiative. Comme il l'a dit, il dit qu'il apprécie beaucoup le professeur Souleymane Bachir Diagne. Je tiens à préciser qu'il n'est pas le seul. Et puis depuis quelque temps aussi, je m'intéresse à son œuvre pour un papier. Et sincèrement,
je commence par une anecdote qui rend compte de ce qui fait qu'il est tant admiré. J'ai eu à proposer un thème sur l'humanisme durant le colloque organisé par la faculté des lettres. Et j'avais une réelle difficulté à articuler ce que j'avais voulu appeler d'une part la rencontre et de l'autre la traduction, toujours dans les perspectives de mes propres recherches. Et à un moment donné, j'ai vu l'annonce de son ouvrage. Et rien que le titre, à la limite même le sous-titre, m'a aidé à prendre en charge mon problème. Et donc, c'est un sous-titre essentiel parce qu'il parle de l'hospitalité de la rencontre. Alors que moi, je m'évertuais à penser l'hospitalité de la rencontre, dans tous les sens, mais je n'avais pas peut-être l'étroitesse d'esprit de songer au fait que la traduction qui l'intéresse et qui me concerne pouvait être pensée en termes d'hospitalité. Et finalement, qu'est-ce que j'ai retenu comme sous-titre? L'hospitalité de la rencontre et de la traduction. Comme un cheveu dans la soupe, je ne suis pas philosophe, je suis du département de lettres. Et j'en étais à ma deuxième ou troisième lecture quand cette conférence est annoncée. En lisant l'ouvrage, j'ai eu la chance de lire les premières heures parce que j'ai eu la chance de suivre le professeur faire les plateaux et annoncer son ouvrage. J'ai tout de suite eu envie de lire. Parce que j'avais un petit problème, j'étais en train de lire les travaux de ma mémoire. Et quand on explique la chose, c'est comme s'il y avait une petite parenthèse. Parce que dans le travaux de ma mémoire, il est question de contemplation, de souvenir, de méditation. Alors qu'avec les questions de langue, on réfléchit beaucoup plus qu'on ne contemple, même si on contemple. Mon problème, vous l'avez dit tout à l'heure et ça m'a un peu rassuré, c'est que dans l'ouvrage, vous mettez en relief le point le plus compréhensible pour le profane que je suis, parce que je ne suis pas philosophe, c'est la dimension éthique de la langue. Je me suis interrogé sur la dimension épistémologique et sur la dimension esthétique. Et cela me pose problème. Le problème a été un peu résolu par le professeur quand la mémoire va chercher du bas. C'est ce que vous citez au début de votre ouvrage. Vous avez choisi de réfléchir beaucoup plus sur l'éthique que sur l'épistémologie et l'esthétique. À partir de ce moment, je me dis, en fait, le professeur est en train de rêver, parce que nous sommes dans l'humanisme, c'est vrai, mais le traducteur et médiateur, cela n'était pas un rêve. Nous savons qu'aujourd'hui, ceux qui parlent la même langue ou ceux qui voyagent d'une langue à une autre, mais entrent en permanence en conflit. J'ai aimé le passage dans lequel vous faites intervenir entièrement dans la langue de la Bible. On pourrait aussi se rappeler du procès de Fama dans les soleils des indépendances. C'est le traducteur, le médiateur, parce qu'il ne comprend pas la langue du juge, que ce traducteur-là devant rendre à Fama ce que le juge lui reprochait, a traduit en transformant les paroles du juge en des injures inimaginables. Donc ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, la dimension épistémologique de la traduction, moi, me pose problème. Et de ce point de vue, parler de la traduction comme humanisme, cela n'était pas que l'idéalisme ou problématique si nous restons maintenant dans votre domaine qui est la philosophie. Autrement dit, ne devrait-on pas prendre l'hospitalité comme problématique et transformer le titre de l'ouvrage en une interrogation? Je vous remercie. Je suis voisine du professeur Souleymane Bachir Diagne, comme vous aimez à le dire. Ayant assisté aux ateliers de la pensée organisés au musée des civilisations noires, dans votre discours, je vous ai entendu parler de reprendre ce propos de Senghor. Il faut toujours mesurer l'orgueil d'être différent au bonheur d'être ensemble.
La question que je pose est la suivante. Ne peut-on pas dire que ce bonheur d'être ensemble se matérialise par la traduction? J'en ai aussi une autre. Vous avez parlé tout à l'heure des trois principes de contradiction, d'identité et du terme exclu. Maintenant, en quoi ces trois principes peuvent être des conditions pour bien comprendre la traduction? Merci. Vous pouvez comprendre en rapport toujours avec des questions d'éducation. Dans cette salle, nos collègues de maths vont dire aux étudiants X est supérieur à Y. Cette écriture en langue française est traduite exactement comme telle en écriture mathématique. On est X, on est supérieur, on est Y. Lorsque vous dites X et Y sont les mêmes signes, la traduction c'est en mathématiques, c'est X multiplié par Y est positif. D'une part, vous avez les unités signifiantes qui sont répétées, et d'autre part, les unités signifiantes ne se répètent pas. Et donc, l'objet est moins sur l'application qui traduit, mais l'application elle-même. Parce que si vous devez expliquer ça à des enfants, vous n'allez pas le répéter, mais regardez pourquoi ça s'écrit de cette façon. Si je le dis autrement, dans une de nos conférences ici, je disais, en langue française, image et magie sont écrits avec les mêmes lettres, c'est deux mots, mais peut-être ce n'est pas par hasard. Et le collègue le traduit en wolof. Vous imaginez si vous traduisez image et magie écrits en même lettres, et peut-être ce n'est pas par hasard, ce que donnerait cette traduction en langue wolof. Donc l'aspect, ce n'est pas le mot qui est traduit, mais l'application qui permet encore une fois de traduire les images et de les retraduire dans la langue de l'autre. Mais ce qui m'a surtout intéressé dans les questions d'éducation, c'est ce que nos grands-parents ont fait ici. Lorsque vous allez visiter dans certaines écoles coraniques, un enfant, on lui dit, pour faire ses ablutions, de regarder. Sinon, je peux dire, ces deux mots ne traduisent pas du tout, je dis sur le plan linguistique, le mot arabe. Mais derrière cette traduction, il y a tout un sens que nos parents ont essayé de récolter dans la langue d'origine pour inculquer le sens de l'objet qu'il faut enseigner. Et je ne suis pas sûr que dans les différentes traductions que nous avons, que ce soit des romans ou des textes mathématiques et autres, cet effort est fait dans les instructions pour les autres. Je suis sûr que chers collègues, pour des situations comme celle-là, ce n'est pas qu'au-delà de ces questions de traduction, nous nous interrogions sur les questions d'éducation en rapport avec la traduction. Merci. Merci infiniment. Je voulais tous vous remercier pour les questions et les commentaires, parce qu'il y a eu des commentaires très riches et qui complètent magnifiquement mon propos, et j'en suis tout à fait ravi. Je vais essayer autant que possible de continuer les commentaires qui ont été les vôtres. D'abord, sur la question des inégalités, Diopsa évidemment a mille fois raison de rappeler que quand je dis qu'il y a deux manières d'approcher la question de la traduction, une manière sociologique, politique, qui vous mène vers l'inégalité des langues, vers la domination des langues, et une autre approche qui est l'approche qui consiste à regarder le versant éthique et philosophique des choses. Ce versant éthique et philosophique des choses, c'est une manière de considérer l'objet, traduction. Ce n'est pas une manière d'annuler le fait que la domination existe. Et par conséquent, cette domination, elle est là, elle existe, et qu'il faut se battre contre la domination et contre l'inégalité. Maintenant, vous savez, comment se battre contre cette inégalité? D'abord, il faut se battre contre l'inégalité réelle, parce que l'inégalité linguistique, en général, reflète aussi l'inégalité économique, etc. Donc,
il y a un terrain sur lequel il faut se battre pour, par exemple combattre ce que le président Senghor appelait la ligne de fracture nord-sud, et dont il disait que cette ligne de fracture reposait sur le mépris culturel. Avant d'être une ligne de fracture économique, cette fameuse, qui est mesurée par cette fameuse détérioration des termes de l'échange, qui fait par exemple que nous sommes obligés de vendre de plus en plus de ressources naturelles pour acheter toujours la même quantité de biens matériels. Voilà une signification économique de cette inégalité, et il faut se battre sur le terrain de cette inégalité, sur le terrain économique, il faut se battre sur le terrain politique. Donc ça veut dire encore une fois que l'argument philosophique ne remplacera pas le combat politique. La critique des armes ne se substitue pas aux armes de la critique, comme la vieille parole marxiste nous l'enseigne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan de l'inégalité entre les langues? Il ne faut pas simplement dire oui, on a beau faire l'éloge de la traduction, l'inégalité des langues est toujours là. Elle est là, mais il faut justement la réduire. Je vous donne un exemple. Quand le monde ancien s'est romanisé, et notre collègue Cham tout à l'heure avait raison de dire qu'il y a dans le monde ancien une sorte de transmission qui s'est faite d'une région à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une civilisation à l'autre, de la civilisation égyptienne à la civilisation grecque, de la civilisation grecque à la civilisation romaine. Quand il y a une romanisation du monde, les Romains, dont la langue était le latin, étaient à la fois la civilisation dominante vis-à-vis de la Grèce, puisqu'ils avaient conquis la Grèce, et les territoires grecs étaient devenus des territoires intégrés dans l'Empire romain. Donc, sur le plan politique, leur langue était dominante. Mais sur le plan intellectuel, c'est la langue grecque qui dominait. Ça veut dire qu'ils avaient une admiration pour ce que la Grèce avait produit, en particulier en philosophie. Et quand on lit Cicéron, qui est un des premiers traducteurs de la philosophie grecque en langue latine, on est ébahi de voir Cicéron se demander si le latin est une langue suffisamment riche pour pouvoir recevoir en lui la philosophie grecque. Ça nous étonne parce que nous savons que le latin est devenu à un moment donné la langue de la philosophie. Et donc, on regarde le premier temps, les premiers moments où un Romain se demande si sa langue est digne de recevoir la philosophie du monde grec. Et la réponse a été ce qu'il a commencé à produire. Lui-même a commencé à effectuer ses opérations de traduction en disant ce que les Grecs appellent éthiquer, en latin nous ferions bien de l'appeler morales, ce qu'ils appellent, etc. Et en cherchant aussi des équivalents. Il ne savait pas comment traduire le grec ousia, qui signifie essence, et il a trouvé une sorte de contour qui consiste à dire, ok, l'essence, c'est ce qui répond à la question qu'est-ce que c'est. Si je demande quelle est l'essence de ce livre, c'est qu'est-ce que c'est que ce livre. Il dit, le plus simple, c'est je prends le mot en latin qui consiste à demander qu'est-ce que c'est. Vous dites quid. Eh bien, pour l'essence de la chose, je vais appeler ça la quiditas de la chose, c'est-à-dire ce qui dit ce que cette chose est. Et vous vous rendez compte que cette quiditas est devenu le mot latin pour essence, c'est devenu un mot utilisé également en français, et aujourd'hui, quand nous sommes cuistres, évidemment en philosophie, personne ne parle comme ça, sauf les philosophes, nous pouvons nous interroger sur la quidité d'une chose. Eh bien, voilà comment ce mot a été inventé. Ça veut dire donc qu'après avoir pris toute la mesure de ce qu'il considérait comme l'inégalité entre sa langue latine et la langue grecque, ce qu'il a fait, c'est combler cette inégalité et répondre à cette inégalité, ce qui fait que très rapidement, c'est le grec, c'est le latin, pardon, qui est devenu la langue de la philosophie, et non plus le grec. Donc tous ceux qui ont écrit avant Descartes écrivaient en latin, et même après Descartes, écrivaient en latin. La même chose est arrivée dans le monde islamique, puisque notre collègue Cham a soulevé la question du passage de la philosophie grecque au monde de l'islam. Lorsque le monde de l'islam s'est trouvé devant la philosophie grecque et s'est mis à traduire en arabe les ouvrages de Platon, les ouvrages d'Aristote, etc., etc., les mêmes questions de traduction se sont posées. Et donc,
ils n'avaient pas cette tradition, si vous voulez, qui avait été la tradition de la Grèce, nourrie par plusieurs civilisations, non seulement l'égyptienne, mais également l'indienne ou la perse. Il ne faut pas oublier non plus la Perse ancienne dans ce domaine-là, et en particulier toute la philosophie qui s'était développée autour de la religion zoroastrienne, la religion de Zarathustra, qui était la religion de la Perse antique. Eh bien, les Arabes se sont mis à se poser cette question-là. Comment effectuer la traduction des concepts philosophiques grecs en arabe? Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de quidditas. Vous prenez le mot simple qui signifie qu'est-ce que c'est et vous lui ajoutez la désinence itas pour donner essence. Le monde arabe a procédé exactement de la même chose. Quand vous posez la question de savoir ce que c'est que vous dites ma en arabe, ma huwa, qui est, etc. Eh bien, ils ont fait exactement la même chose, la même opération. Vous aviez quid itas en latin, vous avez mahia en arabe. La qu'est-ce que c'est de la chose. Si je traduis. Et donc, si vous voulez, la réponse à la question de l'inégalité, vous dites oui, mais il y a inégalité. Certes, il y a inégalité. Eh bien, ça veut dire que nous savons exactement dans quelle direction diriger le combat. Il faut donc que nous menions aujourd'hui, et c'est notre responsabilité, il faut que nous menions aujourd'hui ce combat pour faire de nos langues à nous, les langues de la science et les langues de la création, que ces langues ont toujours été. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité que nous a indiquée, c'est la tâche que nous a confiée celui qui porte, dont notre université porte le nom, Cheikh Anta Diop. Et le meilleur moyen de suivre la direction qu'il nous a indiquée, c'est de nous dire que nous avons chacun, en ce qui le concerne, la responsabilité de faire en sorte que ce qu'il en est de notre discipline puisse également exister dans les langues qui sont les nôtres. Il faut donc se battre. Merci de m'avoir permis de préciser cela. Papa Bouffal, évidemment, c'est mon jeune frère, c'est mon complice, et il est normal que nous nous rencontrions en question d'humanisme, en question de rencontre et de traduction, et je suis heureux que, effectivement, c'est vrai que si tu poses la question de savoir ce qu'il en est de la rencontre et de la traduction, tu as raison 1000 fois de souligner que le sous-titre de mon travail est une forme de réponse à la question qui est ainsi posée. Alors, cher collègue Barangay, vous avez commencé par dire que vous n'êtes pas philosophe. Je ne vois pas ce qui vous manque pour être philosophe. Véritablement, j'ai beaucoup aimé votre question. Comme vous savez, les divisions disciplinaires ont quelque chose parfois d'artificiel. C'est la raison pour laquelle travailler dans les humanités, c'est probablement la meilleure manière de définir ce que nous faisons en dehors de la manière très étroite de définir les disciplines sous tel ou tel aspect. Tout ceci pour vous dire à quel point j'ai effectivement apprécié ce que vous avez dit sur la dimension épistémologique qui a été une dimension dominante dans mon travail. J'ai commencé par être profondément épistémologue, philosophe de l'algèbre, de la logique, évidemment, etc. Et aujourd'hui, je pense que la réalisation de tout ce que j'ai cherché à faire est précisément dans l'exploration de l'humanisme dans toutes ses dimensions. C'est donc, je considère que l'éthique prolonge l'épistémologie et n'est pas en rupture avec l'épistémologie. Et sur le traducteur comme médiateur, effectivement, c'est une équivalence qui est centrale. Quand vous parliez du traducteur comme médiateur, il m'est revenu en mémoire, vous vous souvenez, le traducteur d'Obama en langage des sourds. Celui qui était derrière Obama et faisait ce qu'on croyait être le langage des sourds, alors qu'il ne s'y connaissait pas plus que moi. Il avait simplement fait des gestes absolument. Et c'était... Bon, on peut s'en amuser si vous voulez. Mais il y a une leçon profonde qui est là derrière. D'abord, ce langage a été effectivement inventé pour permettre aux sourds d'entrer dans cette manière de s'entreconnaître, justement d'une tribu à l'autre. De ne pas être en marge de la conversation. D'avoir eux aussi leur part dans cette langue des langues qu'est la traduction. Je crois que cet exemple du langage des sourds est le meilleur exemple que l'on puisse trouver de ce que signifie que la traduction est un humanisme.
la possibilité de traduire pour celui qui n'entend pas. Vous savez, c'est un principe que toutes les religions ont, d'avoir de la compassion. Et il n'y a pas geste meilleur de compassion que de faire en sorte de pouvoir traduire ceux qui ont la chance de ne pas avoir trop de handicap, que ceux qui ont la chance de ne pas avoir trop de handicap partagent, et de le partager avec ceux qui ont un certain handicap. Et j'ai une admiration pour ce langage des sourds. Si j'avais le temps d'apprendre encore d'autres langues, celui-là, je l'apprendrais véritablement. Parce que c'est le geste humain le plus rempli de signification, finalement, de pouvoir tenir un discours, quel qu'il soit, de la plus haute facture abstraite philosophique, avec quelqu'un qui n'entend pas, simplement parce que vous avez fait l'effort de parler sa langue et de parler ce langage des signes. C'est ce qu'il y a de plus admirable et c'est ce qu'il y a de plus profondément religieux et islamique. Parce que la manière dont nous traitons le handicap est la meilleure manifestation des valeurs de nos religions. Vous savez, nous estimons que nous sommes un peuple plein de compassion, etc., parce que nous donnons la charité à quelqu'un qui est aveugle, qui est malentendant, qui est ceci, etc. Il est bien meilleur, plutôt que de lui donner la charité, de lui donner les moyens d'avoir la même éducation que tout le monde et de partager la même vie que tout le monde. De faire en sorte que l'on puisse avoir une traduction de son monde à lui, qui est un monde d'handicap, dans le monde majoritaire de ceux qui ont la chance de vivre sans handicap. De vivre, par exemple, dans un pays où les autobus s'abaissent lorsque quelqu'un arrive sur une chaise roulante pour que cette personne puisse monter. De vivre dans un pays où on pense systématiquement, quand on construit un immeuble, à faire des rampes pour ces handicapés. Dans un pays où chaque fois qu'on construit 2 ou 3 écoles, on pense également à construire une école pour ceux qui ont tel ou tel handicap, etc. C'est cela, mettre en jeu les valeurs religieuses et non pas simplement sortir une pièce que l'on donne à quelqu'un parce que cela ne vous coûte rien. Et de ce point de vue-là, les sociétés qui s'organisent de cette manière-là seront des sociétés infiniment plus islamiques que nos sociétés où nous nous gargarisons d'avoir de la compassion pour ceux qui ont le. J'ai été ravi, ma chère fille, de vous entendre, vous qui venez de Dar al-Hikma. Je suis un amoureux de la Dar al-Hikma. La Dar al-Hikma, c'est une école merveilleuse et je suis heureux d'être leur voisin parce qu'effectivement, la maison familiale, la maison de ma mère, qui se trouve à Dieuppeul, est voisine de la Dar al-Hikma, d'où vient cet élève qui a eu la question magnifique, qui a rappelé un propos que j'avais cité de Senghor. Senghor avait, parmi les grandes phrases de Senghor, on cite toujours les phrases qui nous énervent, du genre l'émotion énerve. Plutôt que de s'énerver, il est bon de regarder plutôt les choses merveilleuses qui ont été dites. Et l'une des paroles les plus merveilleuses que le président Senghor ait prononcées, c'est celle-là. Il faut mesurer à l'orgueil d'être différent le bonheur d'être ensemble. C'est-à-dire à la fois exalter le pluriel de nos différences, mais comprendre que le pluriel de nos différences n'a de signification ultimement que si ce pluriel est organisé et orienté vers un horizon d'humanité commune. Et donc, évidemment, aimer sa différence, aimer ce que l'on est de différent, aimer ce qui ne nous appartient qu'à nous, nos langues, nos cultures, etc., mais toujours projeter cela sur fond d'humanité commune. Mesurer à l'orgueil d'être différent, le bonheur d'être ensemble. Merci infiniment d'avoir rappelé cette parole et surtout d'avoir dit, et vous avez tout compris de ce que je dis, que c'est la même chose que la traduction. C'est-à-dire, vous allez mesurer à l'orgueil d'être différent le bonheur que vous avez de savoir que votre différence peut être toujours traduite dans l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est véritablement ce que vous avez dit là, rempli de bonheur, parce que c'est le meilleur commentaire que vous pouvez faire de ce que j'ai dit. L'universel de surplomb et l'universel latéral ou l'universel horizontal, effectivement, je n'ai pas utilisé ces concepts qui sont très présents dans mon travail et je vous remercie d'être familier de mon travail de cette manière-là. Mais effectivement, c'était le background de ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit could have been read
against that background of the difference that I make between this overarching universal and the lateral or horizontal universal. Et ceci me rappelle ce que vous avez dit de l'intraduisible. C'est très important. Quand je dis que l'intraduisible fait partie de la traduction, vous ne supprimerez jamais l'intraduisible. J'aurais dû ajouter, et merci de me donner l'occasion de le faire, j'aurais dû ajouter que l'intraduisible, c'est moins ce qu'on ne peut pas traduire que ce que l'on ne cesse pas de traduire. Vous n'arrêtez pas de réduire l'intraduisible sans qu'il soit totalement réduit. J'ai évoqué tout à l'heure Paul Ricoeur, qui est un philosophe de la traduction et un philosophe de l'hospitalité de la traduction. C'est lui qui dit que dans la traduction, il y a toujours une opération de deuil. Le bon traducteur, quand il a fini son opération de traduction, c'est celui qui mesure tout ce qu'il n'a pas pu traduire et dont il est obligé de faire son deuil. Donc l'acte de traduire est toujours également, dit-il, un travail de deuil, et il utilise l'expression freudienne, c'est une expression psychanalytique, le travail de deuil qui est partie prenante de la traduction. Et je termine évidemment par vous, chers collègues, chers amis, professeur Sorna, et les exemples que vous avez donnés, et je vous remercie infiniment d'y avoir pensé. Vous savez, quand vous regardez la traduction, et surtout si nous sommes engagés dans ce travail dont nous avons dit tous qu'il était important, de traduction qui nous permettra de faire de nos langues africaines, à nouveau, puisqu'elles l'ont été, des langues de science et des langues de création. Il faut bien se rendre compte de qu'est-ce qui est difficile à traduire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Paradoxalement, ce qu'il y a de moins difficile à traduire, ce sont les disciplines les plus abstraites. Qu'il s'agisse de mathématiques ou de physique théorique, c'est simple. Faites l'expérience suivante, nous sommes tous des enseignants. Pour les profs de maths ou bien ceux qui se souviennent de leur cours de maths, essayez de prendre, si vous l'avez gardé ou vous le gardez chez votre petit frère ou votre neveu, un cahier de mathématiques. Là, on leur a expliqué comment résoudre, par exemple, les questions d'équation du second degré, comment vous calculez le delta, B2 de 4 moins 4AC, etc. Et prenez 2 pages où on lui explique ça. Il n'y a que des formules mathématiques. Et de temps en temps, il y a des phrases, de là, il vient que, ainsi, je pose, etc., etc. Ça veut dire que si vous traduisez ça en Wolof, vous n'avez rien à traduire. Vous traduisez simplement de là il vient que, c'est la raison pour laquelle je pose, et puis vous terminez par CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Quod erat demonstrandum. Et donc, quand vous dites, ah, il a traduit de la mathématique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Traduire de la poésie est infiniment plus difficile que traduire de la mathématique, parce que la mathématique, c'est déjà auto-traduite. La mathématique est à elle-même son propre langage. Et ça, c'est important de le savoir, parce que si vous dites nous allons engager notre pays dans une grande opération de traduction, de faire ce que la Dar al-Hikma, dont l'école de ma nièce qui vient de s'exprimer porte le nom, la Dar al-Hikma ou la Bayt al-Hikma, c'était la maison de la sagesse, c'était une institution qui avait été construite par le calife Abbasid al-Mamoun en 832 à Bagdad, justement pour être dédié à la traduction. Il voulait mettre là des traducteurs qu'il allait payer, qui allaient donc être des fonctionnaires, des copistes, puisqu'il fallait copier les manuscrits, ceux qui allaient chercher du papier, parce que ce qui a permis cette opération, c'est que le papier avait été inventé en Chine, et donc le monde islamique importait du papier depuis la Chine. Il y avait toutes ces conditions-là. Ceux qui collaient les manuscrits, ceux qui mettaient en carton, etc. Et tout cela était payé par lui pour traduire précisément la science grecque. Et il s'ouvrait ainsi à la science grecque. Encore une fois, cette traduction manifestait qu'il était un humanisme. Ce calife n'a pas dit « nous avons tout ce qu'il nous faut puisque nous sommes musulmans, nous avons le Coran, nous avons la parole de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire de la sagesse des Grecs ?» Non. Il a compris, oui, nous avons la révélation, oui, nous avons le texte religieux, mais notre prophète, que sur lui soit la paix et le salut, nous a dit « allez chercher la science jusqu'en Chine ». Quand il nous disait d'aller en Chine, il ne nous disait pas d'aller y chercher le Coran c'était
par conséquent, il nous envoyait en Chine pour des sciences qui étaient des sciences chinoises. Et ça, c'est le devoir précisément, et il le disait, c'est le devoir de tout musulman, lorsqu'il rencontre une parole de sagesse, de considérer que cette parole de sagesse lui appartient et qu'il faut donc qu'il se l'approprie. Et ça encore, c'est le meilleur éloge que l'on puisse avoir de la traduction. Ce même prophète de l'islam a dit, autant de langues tu parles, autant d'hommes tu vaux. De parler 3 langues, c'est comme si on valait 3 humains. De pouvoir passer d'une langue à l'autre, de penser de langue à langue, et c'est en pensant à ce hadith que j'ai choisi mon titre, de langue à langue, penser de langue à langue, puis pouvoir se déporter d'une langue à une autre, c'est l'opération la plus importante qui soit sur le plan humain. Parce que si vous passez d'une langue à l'autre, vous comprenez comment votre propre langue fonctionne. Mon collègue tout à l'heure a donné de magnifiques exemples en anglais. La différence entre I may go, I shall go, or I will go. Alors que le français et l'anglais sont des langues très voisines, ce sont des langues indo-européennes toutes les deux, avec les mêmes structures, la même grammaire philosophique, si vous voulez, etc. Pourtant, il y a des différences énormes. Le fait que, par exemple, en langue anglaise, l'essentiel de la signification porte sur les propositions que vous allez utiliser, les différents of, out, etc. Un intraduisible tout simple. Vous ne pouvez pas traduire facilement en anglais l'expression suivante, I locked myself out. Vous sortez de votre bureau, vous n'avez pas fait exprès, vous avez fait claquer votre bureau, votre clé est dans le bureau, et donc, vous ne pouvez plus accéder à votre bureau. Quand l'anglais dit I locked myself out, si vous traduisez littéralement en français, ça veut dire je me suis enfermé dehors. Absurde en français. Alors comment allez-vous dire ça? Vous êtes obligé de passer par Pikin et Gateway, etc. Et vous ne pouvez pas aller directement dans cette signification. Et donc dans cet exemple tout bête et tout simple, vous vous rendez compte que les deux langues fonctionnent de manière totalement différente. Si vous n'en parlez qu'une, vous ne la connaissez pas. Si vous parlez et français et anglais, vous vous rendez compte de la manière dont votre propre langue fonctionne. C'est la raison pour laquelle le pays qui a été le plus grand pays traducteur, l'Allemagne, a produit ce grand philosophe, poète et Goethe. Si mon ami Ibrahim Diop était ici, il bondirait sur son fauteuil parce qu'il adore Goethe. Eh bien, Goethe qui a dit, si vous ne connaissez qu'une langue, vous ne la connaissez pas. Parce que vous n'avez aucun moyen de comparaison, vous ne pouvez pas regarder votre propre langue de l'extérieur. Si je connais l'anglais et le français, sur cet exemple-là, je me dis, ok, je connais ma langue, la manière dont ma langue fonctionne. Quand je dis I locked myself out, out est plus important que lock. Parce que lock, c'est simplement un verbe, mais qui a une valeur d'adverbe. Je suis dehors, et je suis dehors pourquoi? Parce que lock. J'ai enfermé, j'ai fermé. Voilà. Donc le sens, le poids du sens est sur out et non pas sur lock. Alors qu'en français, le poids est toujours sur le verbe. C'est pour ça, si vous dites je me suis enfermé et que vous ajoutez dehors, cela marche. Et ce que vous disiez sur les daras, et c'est très important, parce que si nous nous engageons dans une tâche de traduction, il faut bien que nous sachions que nous n'allons pas inventer la roue. Nous avons eu des écoles, des centres d'enseignement dans notre Ouest africain, dans le monde musulman en général, dans notre Ouest africain en particulier, qui ont été des lieux de traduction extrêmement importants. Ici, en Afrique de l'Ouest, nous avons bénéficié de ce que nous appelons, de ce qu'on doit appeler, ce qu'on appelle la tradition souarienne, la tradition de Salim Souari, l'ancêtre mythique des Djahanké. Parce que ceux qui ont islamisé notre Afrique de l'Ouest, ce sont les Djahanké. Avant, mes parents Poulard. Mes parents Poulard savaient faire des djihad, les Djahanké savaient construire des écoles. Et ils ont toujours eu une tradition pacifiste consistant à dire que l'éducation fera toujours infiniment plus pour la religion que le bruit et la fureur des djihad. Les djihad peuvent ensanglanter une région. Vous pouvez forcer les gens à entrer dans telle ou telle religion. Souvent, quand vous repartez, ils retournent à ce qu'ils étaient. Birago Diop, dans la nouvelle Sarzan, raconte cela.
Il dit à un moment donné, il parle du village où se retrouve Tarzan, en disant les guerriers de El Hadj Omar sont passés, on les a convertis, on a rasé leur crâne, quand ils sont partis, leurs crânes ont commencé à repousser et se retourner. Alors que si vous faites comme la tradition souarienne, vous venez vous implanter une école, une dara et vous enseignez, ce qui va entrer ne va plus ressortir. Parce que vous aurez compris profondément la parole coranique qui dit la ikra fi-din. La ikra fi-din, ça ne veut pas simplement dire vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à entrer dans la religion. Ça, c'est le sens banal, premier, littéral. C'est que vous dites la contrainte est le contraire de la religion. La religion repose sur un consentement, et en général, quand j'utilise le mot consentement, j'ajoute toujours amoureux. Le consentement amoureux à la religion, c'est cela le fondement de la religion. Ce n'est pas une contrainte, parce que la contrainte est le contraire même du consentement. Il n'y a pas de possibilité ou de liberté de dire oui si vous n'avez pas la possibilité de dire non. Et l'humain est humain et peut recevoir la religion précisément parce qu'il a la capacité de dire non, et il l'a montré. Il l'a montré puisque c'est même pour ça qu'il est puni, qu'il a été envoyé sur cette terre où nous avons des langues multiples. Heureusement que dans cette langue multiple, nous avons deux formes de traduction. Une première traduction de notre désarroi qui consiste à demander pardon à Dieu, et une autre forme de traduction qui est la traduction interlinguistique d'une langue à l'autre qui nous permet de faire humanité ensemble. Merci infiniment de votre attention.